Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera la quatrième vidéo sur les fonctions trigonométriques. L'objectif reste le même, c'est de vous habituer à traiter ce type de fonction et comment est-ce que l'on peut l'utiliser en appliquant les étapes d'étude d'une fonction. Voici le sujet. C'est un problème qui est plus ou moins long, composé de trois parties, les parties A, B, C. Lisons et résolvons. Partie A. La fonction u définie sur grand R par u de x est égale à x moins cosinus x. Donc définie sur grand R. Question 1. Détermine les limites de la fonction u en moins l'infini et en plus infini. Très bien. Limite de u de x. Première limite, la limite de u de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est tout simplement la limite de x facteur de 1 moins cosinus x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, ça c'est quelque chose qui est quand même assez connu, c'est que lorsqu'on a ce genre de limite et que cosinus est une fonction qui est bornée, eh bien on commence tout d'abord par encadrer la fonction en question. C'est-à-dire que quoi? On sait que moins 1 est inférieur ou égal à cosinus x qui est inférieur ou égal à 1. Puisque c'est comme ça, on ajoute de chaque côté, bon, on multiplie d'abord chaque côté par le signe moins. Ça veut dire que moins 1 est inférieur ou égal à moins cosinus de x inférieur ou égal à 1. Ensuite, on ajoute x de chaque côté. X moins 1 est inférieur ou égal à x moins cosinus x, qui est inférieur ou égal à quoi? À x plus 1. Ceci donc permet d'encadrer la fonction u entre deux fonctions, notamment x moins 1, qui est inférieur ou égal à u de x, est inférieur ou égal à quoi? À x plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là, nous pouvons appliquer le théorème de comparaison à moins l'infini ou en plus infini. Puisque limite de x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini et que u de x est inférieur ou égal à x plus 1, alors d'après le théorème de comparaison, virgule, la limite de u de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait déterminer la limite. Avec ce terme de comparaison, la tâche est un peu plus simple et on n'a pas à réfléchir ou à utiliser des valeurs données pour vérifier la limite. Deuxième limite, c'est la limite de u de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a déjà l'encadrement de u de x que je précise est ici. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire avec le terme de comparaison? Puisque, deux points, d'un côté, la limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et que quoi? Que u de x est supérieur ou égal à x moins 1. C'est que d'après le théorème de comparaison, la limite de u de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà. Question 2. Montrer que la fonction u est strictement croissante sur grand R. U de x, c'est x moins cosinus x. Montrons que c'est croissant sur, qu'elle est croissante sur grand R. Très bien. Alors, lorsqu'on regarde cela, donc déjà c'est la croissance qu'on veut étudier, croissance. Lorsqu'on regarde la fonction, on ne peut pas développer ça juste comme ça.
Donc, on va passer par l'étude de la variation de la fonction pour déduire la croissance de la fonction. C'est-à-dire qu'on commence par calculer la dérivée u' de x, qui nous fait donc 1 plus sinus x, parce que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins cosinus, sa dérivée c'est plus sinus. Et ça, cette dérivée-là, u' de x est égal à 0, implique quoi? Que sinus x est égal à 1. Sauf que quoi? Lorsqu'on prend, comment dirais-je, lorsqu'on prend par exemple l'encadrement de sinus, on sait que moins 1 est inférieur ou égal à quoi? Un sinus x qui est inférieur ou égal à 1. Parce que, je rappelle, hein, à partir d'ici, on ne peut pas déduire quoi que ce soit de très concret. Donc, on va passer par l'encadrement pour étudier le signe de la dérivée. Ainsi, donc, lorsqu'on ajoute 1 à chaque membre, nous aurons donc 0 inférieur ou égal à 1 plus sinus x est inférieur ou égal à 2. Sous ceci veut dire que quoi? Que 0 est inférieur ou égal à quoi? À u' de x qui est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à grand R, u' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, positif. La dérivée elle est positive. Puisque u' de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à grand R, virgule, u', non, u est donc strictement croissante sur grand R. Question 3. Petit a, montrer que l'équation u de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R. Donc, il faut démontrer la solution unique alpha sur R. On sait, d'une part, que la limite de u de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à moins l'infini, et limite de u de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Point. D'autre part, u de x est une fonction continue et strictement croissante sur son domaine de définition qui est à grand R. D'après donc le théorème de la bijection, u de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à grand R. Voilà, tout ce qu'il fallait dire pour démontrer cela. Question 3b. Donner un encadrement d'amplitude 0,1 de alpha. Encadrement de alpha. Encadrement d'amplitude ce qui veut dire à 10 puissance moins 1 près. C'est ce que cela veut dire. Qu'est-ce qu'on sait? Nous avions déjà encadré la fonction f afin de déterminer ses limites. Et on sait que x moins 1, est inférieur ou égal à quoi? À x moins cos x est inférieur ou égal à x plus 1. Qu'est-ce que nous on veut résoudre en fait? On veut trouver alpha. Ce que l'on veut trouver, c'est alpha tel que u de alpha est égal à 0, ce qui veut dire que alpha moins cosinus de alpha est égal à 0. Et donc alpha est égal à cosinus de alpha. Ça, c'est ce que cela veut dire. Alors, il y a plus ou moins plusieurs méthodes pour déterminer cela. Soit la méthode graphique, soit une méthode de tâtonnement par calcul. Lorsque cosinus de alpha est égal à alpha, ça veut dire que nous avons une valeur dont le cosinus est proche de cette même valeur-là.
C'est un peu ce que cela veut dire. Donc, lorsqu'on prend la méthode graphique, par exemple, je vais tracer alpha sur grand R et ainsi que cosinus de alpha sur grand R. Et là où les deux fonctions se coupent, c'est là que la valeur de alpha se trouve. Donc, allons sur GeoGebra. Bien, je viens de tracer la fonction x, la fonction cosinus x. Parce que dire que u de x est égal à 0, c'est dire que x moins cosinus x égale à 0, donc x égale à cosinus x. Il faut donc trouver le point d'intersection des deux fonctions, notamment x qui est en vert et cosinus x qui est en rouge. Bon, nous avions tout à l'heure démontré qu'il n'y a qu'une unique solution, et c'est ce que nous pouvons déjà remarquer avec le graphique. Il faut donc trouver le point d'intersection entre les deux tracés, et ceci sera la valeur de alpha. Mais, plus intéressant encore, on ne nous demande pas la valeur exacte de alpha. On demande juste une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 1 près. Et c'est un encadrement qu'on nous demande. Bon, puisqu'on est déjà sur le logiciel graphique, je vais vous montrer donc ce que l'on obtient comme point d'intersection. Et ce sera la valeur de alpha en vrai. Donc, je vais prendre l'intersection, je vais créer un point qui est le point d'intersection de deux éléments. Voilà. Donc, de la droite et de la courbe. C'est donc le point A qui a pour abscisse 0,74 et ordonnée 0,74. C'est donc le point A qui nous intéresse ici. Puisque l'on nous demande un encadrement à 0,1 près, ça veut dire que quoi que alpha est compris entre 0,7 et 0,8. C'est l'encadrement qu'il faut donner. Donc, comme je l'ai montré sur le graphique, nous avons trouvé alpha, je vais le noter dans un coin, qui est égal à 0,74. Mais puisque c'est un encadrement que l'on nous demande, ça fait donc 0,7 qui est inférieur à alpha, qui est inférieur à 0,8. Ça, c'est l'encadrement qu'il faut. Question 4. En déduire le signe de u de x selon les valeurs de x. Question 4. Signe de u de x selon les valeurs de x. Nous avons la fonction dérivée qui est simple, qui est là. Nous avons x. Nous savons que la fonction est strictement croissante sur grand R, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et que la fonction s'annule en alpha. Voilà. Ça veut dire que la fonction croît de moins l'infini. Alors, ce que l'on demande, c'est le signe, pas les variations. Donc, autant pour moi. Donc, u de x, voilà pour signe moins et plus. Parce que la seule façon d'avoir une fonction qui croît strictement et qui passe par 0, c'est que la fonction soit dans un premier temps négative et dans un second temps positif. Parce que de toute façon, la limite en moins l'infini, c'est négatif et en plus l'infini, c'est positif. Bien, nous venons de finir la première partie du problème. Deuxième partie, partie B. On considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale à x au carré moins 2 sinus x. Voilà. Partie B. Toujours sur grand R, f de x égale à x au carré moins 2 sinus x. Tout ça sur grand R, une fois encore. Question 1. Déterminer les limites de la fonction à moins l'infini et en plus infini. Limite de f. Ici, et comme nous l'avions fait dans la partie A, nous allons encadrer sinus et utiliser le théorème des comparaisons. Ça veut dire que moins 2 est inférieur égal à moins 2 sinus x inférieur égal à 2. Ce qui veut donc dire que x au carré moins 2 est inférieur égal à x au carré moins 2 sinus x inférieur égal à x au carré plus 2. Et tout ça veut dire que x au carré moins 2, que la fonction f de x est encadrée entre deux autres fonctions que vous voyez là, ici. Puisque c'est comme ça, dans un premier temps, on a la limite de x au carré plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini qui est égal à plus l'infini. Et f de x est inférieur ou égal à x au carré plus 2. Donc, d'après le théorème des gendarmes, non pas des gendarmes autant pour moi, de comparaison, virgule, la limite
de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Deuxième cas, on a la limite de x au carré moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et on a f de x qui est supérieur ou égal à x au carré moins 2. Donc, d'après le théorème de comparaison, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini aussi. Voici donc les deux limites calculées. Question suivante, c'est la question 2. Démontrer que pour tout réel x, f' de x est du signe de u de x, où u est la fonction définie dans la partie A. Donc déjà, calculons la dérivée, puis ensuite son signe. Dérivée et signe de la dérivée. F' de x, ça fait 2x moins 2 cosinus x. Ça fait donc 2 facteurs de x moins cosinus x. Et donc ça fait 2 fois u de x. Ainsi, le signe de f' de x est exclusivement le signe de u de x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Puisque tel est le cas, eh bien, c'est tout simple. Hein. Nous aurons comme signe de la dérivée x, f', c'est de moins l'infini alpha plus l'infini. Voilà. Et moins plus. Question 3, en déduire les variations de la fonction f sur grand R. Question 3, variation de f. Sur grand R, bien évidemment. Puisque nous connaissons déjà le signe de la dérivée, la question sera simple à résoudre. Nous connaissons également les limites de la fonction, donc nous avons tous les éléments qu'il nous faut. Donc x, f' ici, de moins l'infini jusqu'à alpha, et ensuite plus infini. La fonction décroît et croît ensuite. Donc plus l'infini et plus l'infini, comme nous l'avions trouvé. Et en alpha, f' s'annule, et il faut calculer f de alpha. Ici, je vais le noter f de alpha en attendant. Puisque alpha est compris entre 0,7 et 0,8, ça veut dire que f de alpha sera compris entre f de 0,8 et f de 0,7. Cela veut dire, d'après un calcul simple, eh bien, nous aurons 0,7 au carré moins 2 fois sinus de 0,7. Ça nous fait donc moins 0,798 qui est inférieur à f de alpha, qui est inférieur à... Ensuite, on utilise 0,8 dans le calcul et nous obtenons le reste des valeurs. Nous trouvons également 0,794. Non, 795, autant pour moi. Il faut l'arrondir correctement. Bien, question suivante, c'est la question 4. Montrer que f est convexe sur grand R. Convexité de f sur grand R. Bien, pour trouver cette convexité, il y a la méthode analytique, c'est-à-dire on calcule la dérivée seconde. F seconde de x, c'est quoi? C'est la dérivée de f'. Et donc, c'est la dérivée de 2 fois u de x. Ça fait donc 2 fois la dérivée de u de x. Ça fait donc 2 facteurs de 1 plus sinus x. Parce que de mémoire, la dérivée de f, c'était 1 plus. Autant que moi, j'ai fait une erreur ici. C'était moins 1 ici. La dérivée, c'est 1 plus sinus x. Donc, c'est ça ce que nous devons faire. Et qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que quoi? Or, u' de x est positive sur grand R. Et donc, f second aussi de x sera positive sur
grand R. Ce qui veut dire que F est convexe sur grand R. Tout simplement. C'est la dernière question de la partie B. Maintenant, la partie C. Alors, qu'est-ce que la partie C nous dit? On considère les courbes P et C d'équations respectives y égale à x au carré, y égale à 2 sinus x dans un repère du plan. Soit T, bon, je vais déjà noter cette information-là, P et C. Donc P, c'est la courbe à l'équation y égale à x au carré. Et C, c'est la courbe à l'équation y égale à 2 sinus x. Soit T la tangente à P en son point d'abscisse alpha et D la tangente à C en son point d'abscisse alpha où alpha est le réel défini dans la partie grand A. Ok. Donc c'est T et D, tangente alpha. Donc ici on a une tangente T en alpha et on a une tangente D en alpha. Ce que l'énoncé nous dit. Question 1. Démontrer que T et D sont parallèles. Démontrons que T et D sont parallèles. Alors, si T alpha et D alpha sont parallèles, alors ils doivent avoir le même coefficient directeur. Donc, pour trouver le coefficient directeur de T alpha, eh bien, on calcule quoi? Y' de alpha. Ce qui nous fait donc 2 alpha. Pour trouver le coefficient directeur de D alpha, il faut calculer Y' aussi de alpha, donc Y de T, Y de D, ce qui nous fait donc 2 cosinus alpha. Or, alpha est solution de l'équation alpha égale à cosinus alpha, ce qui veut dire que quoi? Que Y' de alpha T, ça fait 2 cosinus alpha aussi, parce que alpha est égal à cos alpha. En remplaçant donc alpha ici par cos alpha, Y' de T est égal à 2 cos alpha. Ce qui veut dire que le coefficient directeur en alpha de la tangente T est égal au coefficient directeur en alpha de la tangente D, qui est donc égal à 2 cos alpha, qui est encore égal à 2 alpha. Ainsi, donc, T alpha et D alpha sont parallèles. Voilà. Question 2. Existe-t-il un réel A différent de alpha, tel que la tangente AP au point d'abscisse A et la tangente AC au point d'abscisse A soient parallèles? Justifié. Est-ce qu'il existe un autre point? Non, il n'en existe pas, car l'équation alpha est égale à cos alpha n'a qu'une seule et unique solution sur grand R. Bien, ce fut la dernière question, je pense, de tout le problème, ce qui veut dire que cette vidéo peut prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.